Para dar inicio a esta jornada comenzaremos con la primera charla magistral liderada por el doctor John Wesley y agradecemos a la doctora Shirley Hickman que nos ayudará con la traducción y apoyo del doctor Roes. Él nos presentará la charla titulada Mis 47 años en UCI. Bien, bonjour à tout le monde. Buenos días a todos. Avant de commencer mon exposé, Antes de empezar esta exposición, je tiens à remercier les organisateurs du congrès quisiera agradecer a los organizadores del Congreso de présenter donc toutes mes années en réanimation. por presentar todos mis años en la UCI, en reanimación. Je tiens aussi à remercier Cheryl pour la traduction. Y también me agradece a mí por la traducción. De nada, de rien. Avant de commencer, donc je vais parler d'abord de mes études. Antes de empezar voy a hablar de mis estudios. Donc j'ai suivi donc une licence en kinésithérapie. Seguí una licencia de kinesiólogo. Donc à l'Université catholique de Louvain. En la Universidad Católica de Lovaina. J'ai obtenu ma licence donc en 1972. Y obtuve mi licencia en 1972. Après ça, j'ai fait 1 an de service militaire. Luego hice un servicio militar. Et puis, j'ai directement recommencé à travailler en réanimation. Y luego empecé directamente a trabajar en la UCI. Donc, aux cliniques universitaires Saint-Luc, à Bruxelles. En la clínica universitaria Saint-Luc, en Bruselas. Comme autre étude, j'ai aussi passé l'agrégation de l'enseignement supérieur. Luego de mis estudios pasé la agregación de enseñanza superior. Toujours à l'Université catholique de Louvain. Igual en la Universidad Católica de Lovaina. Et ensuite, donc, j'ai présenté ma thèse de doctorat en 1982. Y en el 82 presenté mi tesis de doctorado. Donc, entre autres, sur la CIPAP. Sobre el efecto de la CIPAP. Alors, les cliniques universitaires Saint-Luc. La clínica Saint-Luc. C'est un hôpital de 900 lits. Es un hospital de 900 camas. On trouve toutes les spécialités dans cet hôpital. Y con todas las especialidades que están en el hospital. Et il y a plus ou moins 4500 personnes qui travaillent dans cet hôpital. Y hay más o menos 4.500 personas que trabajan aquí. Alors, pour le service de kinésithérapie, en el servicio de kine, il y a plus ou moins 75 kinés à Saint-Luc. Hay más o menos 75. La grande majorité travaille en orthopédie, neurologie, etc. La mayoría trabaja en esos centros. Et puis, il y a plus ou moins 25 Hay más o menos kinésithérapeutes 25 kinesiólogos qui travaillent en chirurgie, que trabajan en otros servicios como cirugía, cardiologie, pediatría, pédiatrie neurología et réanimation. Y reanimación incluida. Et on assure une permanence 24 heures sur 24. Y hay una guardia de 24 sobre 24 en el hospital. Alors, les soins intensifs. Ahora, si hablamos solamente de la UCI, nous sommes 5 kinésithérapeutes. Somos 5 kinesiólogos. Avec des stagiaires. Con estudiantes, que son los internos. Il y a 14 lits dans une unité polyvalente. Hay 14 camas en una unidad polivalente. Avec un kiné. Con un kiné. Hay une autre unité de 10 lits. Con una unidad de 10 camas. Il y a alors une unité de pédiatrie et de una cardiologie. Unidad pediátrica y una cardiología. Con 2 kinesiólogos. Personnellement, j'ai travaillé donc dans une unité de 14 lits. Y yo trabajé en esta primera unidad, la de 14 camas. Et j'assurais l'unité polyvalente. También en la unidad polivalente. Et les urgences. Y las urgencias también. Alors, venons-en, si vous voulez, à la réanimation. Ahora sí vamos a la reanimación, la UCI. Alors, au point de vue respiratoire. Del punto de vista del respiratorio. Au début de mon activité professionnelle. Cuando yo comencé mi actividad profesional. On pratiquait principalement le drainage classique. Principalmente hacíamos drenaje clásico.
On assurait aussi donc tout ce qui était tapotement, tapotement también, clapping y des pressions, vibrations. presiones y vibraciones. On faisait bien entendu de l'expiration contre résistance. También habíamos escuchado sobre la expiración contra resistencia. Mais au point de vue mobilisation, on ne faisait quasi rien. Y en términos de la movilización de los pacientes no hacíamos muchas cosas, Parce que nous avions ce genre de patients, porque teníamos este tipo de pacientes il n'était pas possible de les mobiliser. que no eran posibles de mover. Comme technique instrumentale, Como técnicas instrumentales, on utilisait l'appareil BERT, ocupamos este aparato, c'est de l'IPPB, c'est de la pression positive intermittente. presión positiva intermitente, IPPB, Alors, ça consistait simplement que à consistía déclencher l'appareil. a activar el aparato. Ensuite, on montait en pression à un certain Luego débit. aumentaba la presión a un cierto flujo, Et arrivé à ce niveau de pression, y en ese nivel de presión le patient expirait. el paciente expiraba. Bien entendu, También, por on pouvait supuesto, modifier l'effort podíamos respiratoire, modificar el esfuerzo respiratorio, on pouvait modifier le débit el flujo, et le niveau de pression. el nivel de presión. Le problème, c'est que quand on a utilisé ces appareils, El problema es que cuando ocupábamos estos aparatos, on les utilisait pour prévenir des complications respiratoires, post-opératoires. lo hacíamos para prevenir las complicaciones respiratorias postoperatorias. On traitait aussi des complications respiratoires, También tratábamos complicaciones respiratorias, atélectasie, hypoxémie, etc. atelectasia, hipoxemia. On faisait aussi le traitement des patients BPCO en phase aiguë et chronique. Tratábamos también los EPOC en fase aguda o crónica. On administrait aussi des aérosols. Y también los aerosoles. On traitait aussi certaines pneumonies avec cette technique. También preveníamos las pneumonias. Le problème, c'est que, comme on le voit, Como vemos, c'était utilisé pour... Qu'est-ce que ça dit? Tu peux faire des phrases plus longues si tu veux. Ah, d'accord. Donc, tu peux accélérer parce que moi, je peux dire parfois à mon temps. D'accord. Donc, on utilisait cette technique pour toutes les pathologies respiratoires. Y ocupábamos esas técnicas para todas las patologías respiratorias. Alors, pour finir, le problème, c'est qu'on utilisait toujours les mêmes paramètres. Es que usábamos los mismos parámetros. Alors, jusqu'au moment où il y a un auteur qui a dit hasta que un momento hay alguien que dijo qu'il fallait mettre ces appareils dans une soute d'un Boeing 747. Que había que poner todas esas técnicas en un avión de estos. Et ouvrir la soute au-dessus de l'océan. Y tirarlo por el río océano. Parce qu'on l'utilisait très mal. Porque lo usábamos muy mal, no había monitoring tampoco. Et pourtant, on peut encore utiliser cette technique. Y finalmente podemos ocupar igual esas técnicas. Entre autres pour désencombrer les patients. Para que el paciente, para limpiar la vía aérea. On augmentait aussi le débit expiratoire. Aumentábamos el flujo expiratorio. Et on pouvait aussi augmenter le volume pulmonaire. Y aumentábamos el volumen pulmonar. Donc, c'est encore une technique qui est utilisée actuellement. Sé que es una técnica que todavía ocupamos. Une autre technique qui est arrivée plus tard. Otra técnica que llegó después. C'est la CPAP. Es la CPAP. Moi, j'ai eu l'occasion de faire ma thèse de doctorat sur cette technique. Yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis de doctorado sobre esa técnica. C'était un système artisanal, quoi. Que era un sistema muy artesanal en ese tiempo. On avait de l'air comprimé et de l'oxygène. Había aire comprimido y oxígeno. Qu'on réchauffait et qu'on humidifiait. Que pasaba por un humidificador calefaccionador. Ensuite, on avait un ballon de réserve. Después teníamos una reserva con un globo. Avant d'arriver chez le patient. Antes de llegar al paciente. Et le patient expirait dans une colonne d'eau. Y el paciente expiraba en una columna de agua. Et bien entendu, c'est la hauteur de la colonne d'eau. Y claramente es la altura de la columna de agua. Qui déterminait, entre autres, le niveau de pression.
que determinaba el nivel de presión. Súper Alors, arcaico. on l'utilise principalement maintenant encore Lo utilizamos ahora principalmente pour corriger les hypoxémies para corregir la hipoxemia, después de après cirugía, chirurgie, dans les petites neumonía, pneumonies. en las pequeñas pneumonias, Alors, pour recruter aussi du poumon, para reclutar pulmón, on l'utilise aussi dans l'œdème pulmonaire cardiogénique en el edema pulmonar cardiogénico ou pour contrecarrer la PEP intrinsèque chez le patient BPCO. o para combatir la PIP intrínseca del paciente, Et par ce fait, diminuer le travail de respiratoire. de los pacientes EPOC, para disminuir su trabajo respiratorio. Donc, la CPAP, La CPAP, grâce à la CPAP, on parvient à recruter du gracias a la poumon, CPAP podemos reclutar el pulmón, améliorer donc la diffusion de l'oxygène mejorar la difusión del oxígeno et donc améliorer la PaO2. y mejorar la PO2. Nous sommes aussi intéressés, También nos interesamos entre autres, à la capacité de ce ballon de réserve en la capacidad de este balón, de este globo de reserva, pour savoir s'il y avait un impact sur le travail respiratoire. para saber si había un impacto en el trabajo respiratorio del paciente. Donc, on a remarqué une diminution du travail respiratoire Teníamos una disminución de ese trabajo, simplement en augmentant la capacité de ce ballon de réserve. aumentando esta capacidad del valor de reserva. À l'heure actuelle, Ahora, hoy en día, maintenant, on utilise des plus petites machines se ocupan maquinitas más bonitas qui marchent avec un système à turbine. que todavía funcionan con turbinas. Une autre technique qu'on a aussi utilisée, c'est la Otra spirométrie técnica que incitative. ocupamos también era la espirometría incitativa. Moi, j'ai utilisé les tout premiers spiromètres incitatifs. Yo ocupé de estos espirómetros incitativos, Ce sont les appareils de Bartlett, que son de esa marca que dijo él, qui étaient assez volumineux, bien entendu. que eran bastante grandes. Et tous ces appareils, maintenant, ont été Y ahora miniaturisés. todos los miniaturizadores que ya existen. Alors, on a toujours pensé que la spirométrie incitative Siempre habíamos Allez. pensado que esta técnica allait diminuer les complications respiratoires post-opératoires. iba a disminuir las complicaciones postoperatorias. Et quand on voit maintenant les dernières études Y cuando vemos ahora los últimos estudios de 2021 del 2021 et 2018, y del 2018, mais cette technique n'est pas supérieure comparée à une autre technique, podemos decir que esta técnica no es mejor que otra, concernant entre autres les complications respiratoires post-opératoires. con lo que concierne a las complicaciones postoperatorias. On s'est fort intéressé aussi à la sécrétion bronchique. También nos interesamos a la secreción bronquial. Les premiers travaux que nous avons réalisés, c'était en 1984. Y en el 84 hicimos los primeros experimentos Et entre autres, c'est de savoir si les mucolytiques para saber si los mucolíticos allaient améliorer entre autres l'oxygénation mejorarían la oxigenación des patients, de los pacientes, simplement en ayant un effet sur la sécrétion bronchique. simplemente con un efecto en la secreción bronquial. Ah, cette première étude n'a rien montré de spécial. Este primer estudio nunca nos mostró nada especial, Et puis, on s'est intéressé à la propriété biochimique de la sécrétion, así que nos interesamos a sus propiedades bioquímicas entre autres dans le but d'améliorer le transport de la sécrétion. para mejorar el transporte de la secreción. On n'a rien pu montrer non plus à ce Tampoco niveau-là. pudimos demostrar nada. Et puis, on a fait différents travaux sur la filance de la sécrétion Y bronchique, luego hicimos otros trabajos con respecto a la viscosidad de esta secreción, parce que la filance est très bien corrélée avec le transport de la sécrétion. porque sabemos que eso está muy relacionado con el transporte de la secreción. Et malheureusement, nous n'avons rien montré non plus à ce Y sujet. tampoco pudimos mostrar nada, lamentablemente. Et encore à l'heure actuelle, Y aún el día de hoy c'est très difficile, entre autres, de muy travailler, difícil d'avoir des résultats sur la sécrétion. de tener resultados sobre este tipo, sobre este tema. Nous sommes aussi intéressés à la ventilation mécanique. Y también nos interesamos a la ventilación mecánica. Vous savez, au début, on avait des respirateurs de ce type-ci, hein, des Ustedes saben que al respirateurs principio Engström, teníamos de este tipo de ventiladores où on savait régler très très peu de paramètres. que podíamos corregir, que podíamos monitorizar muy pocas cosas.
sans avoir de monitoring. Sí, y sin tener monitoreo. Et donc, on a eu pas mal, en tous les cas, de dégâts, si vous voulez, avec ce genre de ventilation. Y tuvimos varios problemas con ese tipo de daños que realizamos con Parce ese qu'on ne ventilador, contrôlait rien du tout, quoi. porque no podíamos controlar nada, ni ajustar ni monitorizar. Mais par après, bon, sont arrivés des plus petits appareils Y después llegaron aparatos más pequeños, où on a commencé à utiliser la pression positive expiratoire, la PIP, donde empezamos a usar la presión expiratoria positiva, la PIP, les soupirs, et puis el on a commencé à suspiro, avoir de nouveaux modes ventilatoires, y nuevos modos ventilatorios, entre autres l'IMV, como el IMB. mais on avait très très peu de monitoring aussi avec ce genre d'appareil. Pero igual teníamos poco monitoreo. On a travaillé assez bien sur la pression positive expiratoire, Hicimos trabajo sobre la presión, sobre la presión positiva a fin de la expiración, entre autres sur l'oxygénation des patients. sobre la oxigenación de los pacientes. Bon, on a remarqué en tous les cas, on diminuait le shunt pulmonaire Que disminuyendo el shunt avec une pipe, con la PIP, mais lorsqu'on donnait de l'oxygène aux patients, cuando dábamos oxígeno al paciente, on voyait en tous les cas une augmentation du shunt había un aumento del shunt, en augmentant la FiO2 jusqu'à 100%. aumentando la FiO2 al 100%. Et c'est pour ça encore qu'actuellement, Y es por eso que hoy en día on travaille toujours avec des FiO2 les plus basses possibles. intentamos tener siempre la FiO2 la más baja necesaria, la más baja posible. Puis bon, on a encore avancé dans les appareillages. También avanzamos en los aparatos, On a eu des nouveaux modes, la ventilation en pression contrôlée, con nuevos modos como la ventilación con presión controlada, l'aide inspiratoire, la pression la support. presión soporte, Et puis on a commencé à parler du sevrage respiratoire. y también se habló del weaning. Alors, le sevrage respiratoire, on s'y est fort intéressé. Y eso nos interesamos en eso, en el weaning. Alors ici, en 1991, En el año 91, mais j'ai participé à la première conférence de consensus en réanimation, participé en la primera reunión de consenso en respiratorio entre autres sur le sevrage donc respiratoire. sobre el weaning. Et puis plus tard, en 2001 aussi, Y en el 2001, más tarde, on a eu une nouvelle réunion de consensus tuvimos otra reunión de consenso sur le sevrage de la ventilation mécanique. sobre el weaning. Et entre autres, on a commencé à parler des centres de sevrage Y ahí hablamos de centros de weaning et des protocoles de y sevrage. de protocolos de weaning. Puis par après, les appareils sont encore améliorés. Y luego los aparatos se mejoraron, On a commencé à avoir un peu plus de monitoring. tuvimos más monitoreo Et entre autres, on a pu observer des courbes y podíamos ver curvas de pression, de débit, de volume. presión, de flujo, de volumen. Et puis, on a encore eu des nouveaux modes Y ventilatoires, tuvimos nuevos modos ventilatorios también, par exemple, comme le volume garanti, un con autre volumen mode. garantizado. Bien entendu, on s'est aussi intéressé alors au monitorage, aux alarmes des Y respirateurs, también nos interesamos en las alarmas de los ventiladores, parce qu'on a avancé avec des nouveaux modes ventilatoires, que veníamos con nuevos modos ventilatorios et il fallait savoir exactement ce qu'on faisait avec ces modes. y había que saber exactamente qué era lo que hacíamos con estos modos. Puis les appareils actuels, maintenant, Y los aparatos actuales, los de hoy, les appareils beaucoup plus petits, son mucho más pequeños, avec un maximum de monitoring, bien entendu. con un máximo de monitoreo. Et on a commencé à avoir des modes tout à fait automatisés, Y empezaron a haber modos más automatizados même des modes full automatiques. y algunos que son completamente automatizados. Et on s'est fort intéressé aussi à la synchronisation Y nos interesamos a la sincronización entre le respirateur et le patient. entre el paciente y el ventilador, Entre autres, dans le but d'améliorer le confort du patient con el objetivo de mejorar el confort del paciente et d'améliorer les conditions de sevrage. y mejorar las condiciones del weaning. Nous avons fait un travail ici, entre autres, sur le sevrage respiratoire avec un mode automatique Aquí utilizamos un modo automático para hacer el weaning,
C'était le système SmartCare de chez Draeger. que era el sistema SmartCare de Draeger. On a remarqué qu'avec un système automatique de sevrage, Y pudimos ver que con un sistema automático de Winning on diminuait la durée de sevrage disminuíamos su duración et on extubait plus rapidement les malades. y podíamos hacer mucho más rápido esto. Ça va? Ça va, Charine? Oui, je te perturbé pour Manuel qui a parlé dans le chat, pardon. Ah bon, ok. Ça va. Porque Manuel qui habló. Sigamos. Ok, c'est bon? Si tu veux accélérer aussi, tu peux, parce que moi, ça. Ok, je peux d'accord. aller encore plus vite. Si tu veux. Ça va. Si tu vois, tu gères ton temps. Et puis, comme mode de synchronisation, Como modo de sincronización, on a utilisé le mode NAVA, utilizamos el modo NAVA, mais c'est simplement une sonde que es simplemente una qui est sonda reliée au respirateur que se conecta et al qu'on ventilador. va placer au niveau du vamos a- diaphragme. que vamos a instalar cerca del diafragma, Cette sonde se termine par différentes électrodes. que se termina con unos electrodos Et bien entendu, il faut avoir des électrodes de part et d'autre du diaphragme. y tienen que estar de un lado y del otro del diafragma. Et c'est le diaphragme qui va, entre autres, piloter le respirateur. Y entonces el diafragma el que va a poder activar el ventilador. Ici, simplement pour vous montrer, nous avons ici en dessous, donc, simplement l'électromyographie du diaphragme, Aquí tenemos la electromiografía del diafragma, qui est reportée sur une courbe de pression. que se pone en una curva de presión. Et on remarque, par exemple, ici, par exemple, une activité du diaphragme, Podemos ver que aquí hay una actividad del diafragma sans que le respirateur ne pressurise. en el cual el ventilador no dio presión, Comme on voit aussi à ce niveau aussi. como se puede ver también aquí. Ici, par exemple, on voit le diaphragme qui travaille Aquí, por ejemplo, vemos el diafragma que trabaja et le respirateur termine beaucoup plus tard. Il commence y beaucoup el plus tard. ventilador empieza mucho más tarde. Quand on compare tout ça avec le mode NAVA, Y si lo comparamos con el modo NAVA, on voit dès que le diaphragme travaille, podemos ver que desde que el diafragma se activa, l'appareil monte en pression. el ventilador aumenta su presión. Et quand on est à 80% du travail maximal, Y cuando baja al 80% del trabajo máximo del le diafragma, patient peut expirer. el paciente puede expirar. Donc, c'est un très bon mode, celui de synchronisation. Entonces es un súper buen modo para sincronizar el ventilador. On a fait plusieurs travaux là-dessus avec l'équipe de Lausanne et de Genève. Hicimos varios trabajos con los de Suiza, con Entre autres, sur la synchronisation entre le respirateur et le patient. Con la sincronía del ventilador con el paciente. Aussi bien en ventilation invasive que non invasive. Tanto en ventilación invasiva como no invasiva. Cette étude a montré de très bons résultats. Y este estudio mostró muy buenos resultados. Un autre mode aussi automatique, c'est le système full automatique. Y otro modo que es completamente automático. C'est un mode qu'on a travaillé énormément avec ma collègue Émilie. Que trabajamos mucho con mi colega Émilie. C'est un respirateur full automatique. Que es un ventilador automático completamente. Où la FiO2 va se régler automatiquement. Y la FiO2 se va a ajustar automáticamente. De même que la PIP. Igual como la PIP. En fonction de la saturation. En función de la saturación. Et la pression. Y la presión. Va varier, entre autres, en fonction du CO2 expiré. En función del CO2 expirado. C'est un appareil tout à fait automatique. Es un aparato completamente automático. Voilà tout le monitoring qu'on avait. Aquí podemos ver el monitoreo que teníamos. On remarque par exemple y vemos, por ejemplo, un patient qui chute sa saturation. Un paciente que baja su saturación. Mais automatiquement, automáticamente, le respirateur va augmenter la FiO2. El ventilador va a aumentar su FiO2. Et le niveau de PIP. Y el nivel de PIP. Et donc, c'est un système tout à fait automatique. On a fait quand même un très gros travail là-dessus. Hicimos un gran estudio en este tema, en este ventilador automático. Où on remarque, par exemple, lorsqu'on compare le système IntelliVent à l'aide inspiratoire. Cuando comparamos el sistema IntelliVent a la presión soporte. On remarque, par exemple, que les pressions en mode IntelliVent varient beaucoup plus qu'en aide inspiratoire. Podemos ver que las presiones del modo IntelliVent varían mucho más que en la presión de soporte. Et c'est la même chose avec le niveau de PIP. Y lo mismo con el nivel de PIP.
Donc, l'appareil s'adapte continuellement. Entonces el aparato se adapta continuamente. Durant mon activité professionnelle, Durante mi actividad profesional, j'ai eu l'occasion d'avoir 2 bourses. tuve 2 becas. Je suis parti 2 fois 4 mois. Me fui 2 veces 4 meses. Je suis parti à Genève, en Suisse, Me fui a Suiza, a Ginebra, chez les professeurs Chevrolet et Joliet. donde estos profesores, Chevrolet y Joliet. Et on a commencé des travaux sur la ventilation avec un Hicimos mélange hélium-oxygène. estudios sobre la ventilación helium-oxígeno. Alors, vous savez que ce qu'on faisait, que l'hélium remplaçait l'azote. Lo que hacíamos es que reemplazábamos el nitrógeno con el helio, Et donc, on avait de l'hélium et de l'oxygène. teníamos helio y oxígeno, On appelle le système Heliox. el sistema Heliox. Vous savez que la densité de l'hélium est tout à fait inférieure à l'azote. Y la densidad del helio es inferior al nitrógeno. Et donc, l'Heliox va diminuer les résistances Entonces el helio disminuía la resistencia et diminuer le travail respiratoire, y disminuía el trabajo respiratorio entre autres chez les patients BPCO. en el paciente EPOC, por ejemplo. Le problème, c'est que l'Heliox aussi va modifier tous les paramètres du respirateur. Y también modifica las características de los ventiladores. Donc, on devait connaître tous les moyens de correction. Teníamos que saber todas las formas de corregir esto. Alors, lors de mon premier séjour, La primera vez que fui allá, on avait donc testé 7 respirateurs. Hicimos pruebas con 7 ventiladores. On comparait la ventilation à l'air et la ventilation à l'Heliox. Comparábamos la ventilación del aire con la del Heliox. On travaillait avec un modèle pulmonaire. Con un modelo pulmonar. Et à ce moment-là, on remarquait, entre autres, les diminutions du travail et la diminution des pressions avec l'hélium. Podíamos ver la disminución del trabajo ventilatorio y de las presiones con el Heliox. Par après, on a travaillé sur les cochons. Después trabajamos eso con chanchos. On rendait les cochons asthmatiques. Los producíamos un asma. Et à ce moment-là, on les ventilait soit à l'air, soit à l'hélium. Y ahí los ventilábamos ya sea con el aire o con el helio. Et alors, on a suivi tout le travail respiratoire sur les de ces cochons. Y pudimos ver los resultados en el esfuerzo respiratorio. On a publié plusieurs travaux à ce sujet-là. Hicimos varios estudios con eso. Et puis par après, on a travaillé, entre autres, chez les patients BPCO. También trabajamos con los pacientes EPOC. Donc, qui étaient ventilés en ventilation invasive. Que ventilaban en ventilación invasiva. Et en ventilation non invasive. Y no invasiva. Chez les patients BPCO en décompensation respiratoire. Los pacientes en crisis de EPOC. Et on a remarqué, en tout cas, une diminution du travail. Y pudimos ver una disminución del trabajo ventilatorio. Une diminution de la PEP intrinsèque. Y de la PEP intrínseca. Lorsqu'on les ventilait à l'hélium. Cuando están ventilados con eso. Le seul problème, c'est que l'hélium est un gaz qui coûte cher. El único problema de esto es que el helio vale muy caro. Puis on s'est fort intéressé à la ventilation non invasive. Luego nos interesamos a la ventilación no invasiva. Ça, c'est la respiration spontanée. La ventilación espontánea. Ça, c'est la ventilation en CPAP, où on recrute du poumon. El CPAP. Et puis la ventilation non invasive, à 2 niveaux de pression, où on allait surtout favoriser la ventilation du patient. Aquí en esta BIPAP, donde vamos a favorecer la ventilación del paciente. Nous avons eu une conférence de consensus à ce sujet-là, sur la ventilation non invasive. Después participé en el consenso, reunión de consenso sobre esa ventilación invasiva. On avait mis en tous les cas, entre autres, les modes ventilatoires, les critères aussi de ventilation. Y de los criterios. Puis nous sommes beaucoup intéressés à la mobilisation précoce des patients. También nos interesamos a la movilización precoz de los pacientes. Alors, vous savez, on connaît tous ces patients qui arrivaient, qui pendant le séjour perdaient du muscle. Sabemos que todos los pacientes que perdían sus músculos durante la estadía en la UCI. Il faut savoir que ces patients-là, malheureusement, hay que saber que sus pacientes, lamentablemente, ils allaient mettre des mois et des mois à récupérer. Van a recuperarlo en varios meses. Donc, on s'est intéressé assez bien à cette mobilisation. Entonces nos interesamos a esta movilización. Pour éviter la perte de muscle durant para le séjour. Evitar esta pérdida muscular durante su estadía.
Alors, on avait différents types de mobilisation, bien Hicimos entendu, distintos tipos de movilizaciones, soit avec une presse, con una avec prensa, des vélos, etc. con bicicletas, etc. La marche aussi chez les patients intubés, Caminando con los pacientes ventilados, la verticalisation la chez les patients intubés. verticalización, paciente intubado. Puis Cheryl a fait aussi sa thèse de doctorat sur cela. Y yo hice mi tesis de doctorado en eso, Entre autres, elle faisait des biopsies musculaires. con biopsias musculares. On voit ici Cheryl. Ahí me ven a mí, Ah. con el pelo corto. Et bon, elle s'est fort intéressée à la dégradation musculaire chez le patient septique. Y nos interesamos en la degradación muscular del paciente séptico. Elle a pu montrer qu'en mobilisant les patients précocement, Y pudimos ver que movilizando a los pacientes precozmente on évitait la dégradation musculaire evitamos la degradación muscular chez le patient septique. en el paciente con sepsis. Puis bien entendu, grâce à la mobilisation précoce, on est parvenu aussi à améliorer le recrutement alvéolaire. Y también con la movilización precoz mejoramos el reclutamiento alveolar Ici, on a travaillé avec l'impédance électrique. y trabajamos aquí con el pulmovista, la On impedancia a comparé eléctrica, différentes positions. comparando distintas posiciones, Le patient qui est au lit, le patient qui est au paciente en fauteuil, la cama, le sentado, patient qui mobilise, que qui se hace una mobilise sur un actividad vélo, con una bicicleta, bien qui se mobilise avec les bras algunos con los ou qui brazos marche. o que Et on a caminan. remarqué en tous les cas une Vimos en augmentation todos du los recrutement casos un alvéolaire aumento del reclutamiento alveolar lorsqu'on verticalisait les patients cuando verticalizamos los pacientes, et lorsqu'on les mobilisait, si vous voulez, entre autres sur place. cuando los movilizábamos en el mismo lugar. Et on voit ici en bleu tout le recrutement alvéolaire. Podemos ver ahí en azul las áreas reclutadas. Bien entendu, on s'est aussi intéressé à un protocole de mobilisation. Hicimos un protocolo de movilización también. Comme vous voyez ici, c'est le protocole qu'on utilise en réanimation dans notre unité. Es el protocolo que usamos en nuestra unidad. Les chirurgiens se sont fort intéressés aussi à ce problème de mobilisation. Los cirujanos igual se interesaron a la movilización. Et ça, je vous montre ici, par exemple, un protocole chez les patients opérés de l'œsophage. Por ejemplo, aquí hay un protocolo para los pacientes que se operaron del esófago. En fonction des jours, En función de los días, on sait exactement ce que le patient doit faire. sabemos directamente lo que el paciente tiene que hacer. Et on suit ce protocole. Y seguimos ese protocolo. On a eu une conférence d'experts, en tous les cas, sur la mobilisation précoce, Participamos a otra conferencia de entre autres avec expertos sobre la différentes movilización sociétés, con distintas sociedades, la Société de réanimation de langue française, la Société de Merci. kinésithérapie de réanimation, etc. todas esas sociedades. Alors, en conclusion, En je pense que conclusión, le kiné en réanimation, el kinesiólogo en la UCI il doit pouvoir enseigner tiene que enseñar, en la UCI en todos lados, aussi bien aux infirmières qu'aux médecins tanto a las enfermeras, a los médicos, les différentes techniques que l'on pratique. las distintas técnicas que hacemos. Et le kiné doit être un excellent bricoleur aussi, También tiene que ser en un réanimation, buen maestro. parce qu'on doit tout le temps chercher des pièces, etc., essayer de les Porque mettre tenemos que ensemble. siempre tratar de adaptar piezas y intentar buscar soluciones. Le kiné doit aussi être débrouillard, quoi. Tiene que arreglárselas también. Comme on voit ici, un patient qu'on sort à l'extérieur et on prend tout le matériel avec nous. Paciente que sacamos afuera y llevamos todo el material que necesitaba. On prend le monitoring, les pompes, etc. El monitoring, las bombas, etc. Je pense que le kiné doit aussi être un chercheur. También un kinesiólogo tiene que ser un investigador. Il doit aussi essayer d'avoir des connaissances bien spécifiques Y también hay que tener conocimientos bien específicos sur l'hémodynamique, par exemple, sobre la hemodinámica, sur les aspects cardiologiques, sobre los aspectos cardiovasculares sur tous les aspects respiratoires, bien entendu. y también respiratorios, obviamente. Je pense que le kiné doit aussi être curieux. El kinesiólogo también tiene que ser curioso, Entre autres, il doit essayer de lire énormément, tiene que intentar, entre otras cosas, de leer mucho, différentes revues, diferentes revistas, entre autres, simplement pour se tenir à jour para estar al día et pour améliorer, entre autres, sa technique.
y para mejorar sus prácticas, sus técnicas. Dans notre hôpital, on organise tous les ans un congrès, entre autres, En el hospital siempre organizamos un congreso pour tous les problèmes respiratoires, entre autres. sobre la área respiratoria. On a écrit aussi un livre de kinésithérapie respiratoire avec 2 autres collègues. Con 2 colegas escribimos un libro también sobre la kinesiología respiratoria. Je pense que le kiné doit aussi être curieux, Sí, tenemos que ser curiosos, entre autres, par des associations, simplement par des sociétés, participar mais en il peut apprendre sociedades, beaucoup de choses. se pueden aprender muchas cosas. Ici, par exemple, moi, je fais partie du réseau REVA, Yo, por ejemplo, soy parte de esta asociación. c'est un réseau européen de recherche en ventilation artificielle. Es una red de investigación europea de ventilación artificial. Je pense qu'on doit aussi défendre notre profession, c'est important. También es importante que tenemos que defender nuestra profesión. Et comme on dit, ben, le destin est entre vos mains. Como ahí dice, el destino está en sus manos. Avant de terminer, Y antes de terminar, je tiens à remercier quand même différentes personnes, me gustaría agradecer a distintas personas, entre autres le professeur Marc Reinhardt, al profesor Marrenard, avec qui j'ai commencé à travailler en réanimation. con el que empecé a trabajar en la UCI. Et toute ma carrière, j'ai travaillé avec lui. Il m'a appris énormément de choses. En toda mi carrera trabajé con él y me enseñó muchísimas cosas. Et il m'a surtout encouragé, en tous les cas, à rechercher et à apprendre tous les points de la réanimation. Y él me motivó a investigar sobre estas áreas de la reanimación. Je voudrais aussi remercier Pierre-François Laterre, le médecin Pierre-François Laterre. Me gustaría también agradecer al profesor Laterre, qui, lui, nous a surtout poussé à lancer tout ce qui est mobilisation précoce des patients. que nos impulsó mucho con la movilización de los pacientes. Je voudrais aussi remercier le docteur Martin Zilich. También quiero agradecer al doctor Martín Zilich. Vous savez que c'est le premier médecin chilien qui est venu en tous les cas à Saint-Luc. chileno que vino a San Luc. Et c'est grâce à lui y gracias a él qu'on a pu créer des conventions que hicimos convenios et organiser des cours y organizamos une collaboration conferencias entre Saint-Luc con et colaboración Concepción. con Concepción y San Luc. Alors, je voudrais aussi remercier les différents kinésithérapeutes qui sont venus. Quiero también agradecer a diferentes kinesiólogas. Loreto Palavecino est la première Loreto kiné Palavecino chilienne fue qui est la venue chez primera nous. chilena que vino acá. Et elle s'est fort intéressée, entre autres, à la ventilation non invasive en préhospitalier. Y ella se interesó mucho a la BNI prehospitalaria. Je voudrais remercier Sébastien Dubot aussi. También agradecer a Sebastián Dubot, qui lui s'est fort intéressé à tout ce qui est impédance électrique. que se interesó también a la impedancia eléctrica. Je voudrais remercier aussi Michel Patry. También a Michel Patry. Michel qui est venu entre autres pour travailler tout ce qui était protocole de mobilisation. Y ella vino a ayudarnos con el protocolo de movilización. Et je remercie aussi bien entendu Cheryl. Y también agradezco a Cheryl. Qui a fait sa thèse de doctorat chez nous. Que hizo su tesis de doctorado con nosotros. Et je la remercie en tous les cas pour la traduction de cet exposé. Y le agradezco por la traducción de esta charla. Je vous remercie pour votre attention. Y les agradezco también por su atención. Merci Cheryl, c'était. Oui, je pense. Est-ce que vous avez des questions? Si tienen preguntas yo. A continuación, entonces, invitamos a nuestros asistentes a comenzar la ronda de preguntas dirigidas al doctor Boselli. Muchas gracias, doctor. Jean, oui. Tu sais voir les chats, il y a un remerciement pour toi en français. Là. Ah ben je ne sais pas voir où les chats. Je ne sais pas où c'est moi les chats. Sí, escucho a alguien hablar. Sí, yo, Manuel. Manuel. Muchas gracias por la presentación, por la traducción, por compartir. ¿Se escuchó bien? ¿Estaba claro? Sí, sí, todo muy claro. Perfecto. Vamos a dar espacio ahí a las consultas, ¿cierto?, de los asistentes. Nosotros vamos a estar leyendo las consultas que nos puedan hacer a través de
del icono preguntas y respuestas para los asistentes, los espectadores. Y en primer lugar, el profesor Oscar Bustos, ahí tiene una consulta. Ahí Jean, tú il y nos a une ayudas con la question, traducción. il y a une question pour toi là, déjà, de Oui. professeur Oscar Bustos. Oui. Muchas gracias por el pase, profesor Jan. Ha sido un honor y un agrado escuchar su travesía, su historia, que siempre es un agrado poder visualizar cómo se desarrolla nuestra profesión en otras áreas y en otros países. Et c'était très, très sympa d'avoir entendu toute ta trajectoire et voir comment ça se développe notre profession dans le temps. Oui. Ok. Mi pregunta va por la siguiente línea. Ma Para question poder la suite. desarrollar todos estos procesos, toma de decisiones particularmente sobre nuestros pacientes, se necesita un proceso de razonamiento clínico, razonamiento profesional. ¿Qué nos puede decir respecto a su experiencia en eso, en el razonamiento clínico? Jean, et la question, tu as entendu, tu as compris, non? Non. En fait, voilà, c'est savoir dans Ah, t'es dans parti? tout Attends. Cheryl? Parece que hay Cheryl? problemas de les conexión. prises de décision que tu Cheryl, fais dans la pratique kiné, tu prends. Tu entends? Oui, maintenant Oui, tu j'entends. m'entends? Maintenant, Allô? oui. Là? ¿On m'entend? Oui. ¿Sí? ¿Me escuchan? Oui. ¿Sí? sí, ahora Ahora sí. Ya, ¿Podrías yo repetir, también. Moi aussi. porfa? Oui, on continue. OK. Jean, c'est juste quand tu prends des décisions cliniques, tu prends un raisonnement clinique. Donc, il voulait savoir ton avis par rapport au raisonnement clinique lors des prises de Oui. décision en kiné. Oui. Alors, concernant le raisonnement clinique. Alors, pour l'instant, on travaille assez bien avec différents professeurs des écoles et des universités. Tu m'entends, Cheryl? Oui. Ah. Tu ne m'as pas entendu? Oui, je t'entends. Je t'entends. Oui. J'ai coupé ma vidéo parce que ça. D'accord. Alors, on travaille nous autres assez bien le raisonnement clinique avec les étudiants, avec les stagiaires. Non, là, j'entends pas. Non, attends, je te téléphone. Je vais allumer mon téléphone. Non, mais je t'entends là. Vas-y, je t'entends là. Je t'entends. Tu m'entends? Jean. Bien. Oui, je Donc, t'entends. on essaye de travailler le raisonnement clinique avec les étudiants, avec les stagiaires. Intentamos con los estudiantes de trabajar este razonamiento clínico. Ce n'est pas toujours facile. Hein. Y no siempre es muy pas toujours facile. C'est principalement par manque de temps. Sobre todo por la falta de tiempo. Alors, moi, j'essaye régulièrement. Yo intento regularmente. C'est d'envoyer des stagiaires voir des malades. Enviar a los estudiantes a ver los pacientes. Que je ne connais pas du tout. Que yo no conozco. Et eux doivent essayer de me faire un rapport complet. Y decirme que hagan un reporte completo. On essaye. Le problème, c'est qu'on a peu de temps pour tout ce qui est raisonnement clinique avec les étudiants. El problema es que siempre tenemos poco tiempo para esta actividad. Par exemple, c'est tout à fait différent en Suisse, par exemple. Por ejemplo, en Suiza es totalmente distinto. En Suisse, il y a au niveau de l'hôpital, porque allá en el hospital il y a des kinésithérapeutes hay kinesiólogos qui sont payés, entre autres, pour faire du raisonnement clinique. Hein. Que están pagados solamente para hacer el razonamiento clínico. Et que malheureusement, nous autres, on doit assurer les soins aux patients. Y lamentablemente nosotros tenemos que asegurar el trabajo con el paciente. Et on doit essayer de faire un peu de raisonnement clinique, mais c'est très compliqué. Y hacer un poco de razonamiento clínico que es muy complejo. Et c'est par manque de temps. En fait. Falta de tiempo. Surtout pour ça, oui. Sobre todo por eso. Muchas gracias. Merci. Voilà. Manuel, lève la main. Manuel. Gracias, Cheryl. Jan, ¿Sí? ha estado a cargo de la formación de kinesiólogos a lo largo de
47 años en la UCI, ¿cierto? En Bélgica. ¿Cómo ha visto la evolución del estudiante de kinesiología? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia? Buena pregunta. Hay... Jean, la question de Manuel, c'est, toi veillé pour suivre la formation des étudiants pendant 47 ans. Comment c'était l'évolution des étudiants qui ont passé pendant tout le long de ta carrière? Pour vous donner un exemple, hein, Para darles un ejemplo. quand moi j'étais stagiaire, Cuando yo era estudiante, pour mon premier mois de stage, mi primer mes de pasantía, il y avait un seul kinésithérapeute pour tout l'hôpital había solo un kinesiólogo para todo el hospital et on devait se débrouiller par nous-mêmes. y había que arreglársela solo. Ça nous a obligés, en tous les cas, Lo que à nos lire obligó énormément a leer mucho et à aller chercher des informations. y a buscar información. En plus, vous savez qu'on faisait, par exemple, une nuit sur 3 non récupérable Y hacíamos una noche de turno sobre 3 sin recuperar à l'hôpital. en el Et hospital. il y en avait aussi un week-end par mois. Teníamos Non un fin de semana récupérable. por mes que no se recuperaba. Et donc, on apprenait énormément par nous-mêmes. Así que aprendíamos muchas cosas. On devait lire énormément. Teníamos que leer mucho. Et donc, et progressivement, voilà par exemple, quand moi j'étais stagiaire. Y eso era Et cuando puis, yo era on estudiante. a commencé à améliorer certaines choses. Y después empezaron a mejorar algunas cosas. Il y a eu plus de kinés à l'hôpital. Había más colegas en el hospital. Les stagiaires, en tous les cas, on essaye qu'ils ne soient jamais tout seuls. Y los que hacen pasantía intentamos que no estén solos. Mais moi, je les pousse énormément, en tous les cas, à lire. Pero yo los empujo mucho a leer. Parce que ce que je constate, Porque lo que yo constato quand je donne des formations, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, cuando hago formaciones en Bélgica o en otros países, c'est la première question que je pose. la primera pregunta que hago a los participantes, mais qu'est-ce qu'ils lisent? ¿qué es lo que leen? Et quelles sont les revues où ils sont abonnés, quoi. ¿Y cuáles son las revistas a las cuales están abonados? Et il n'y a rien. Rien. Y siempre no hay nada. Et là, je suis fort étonné, comme quoi le kiné, estoy il lit très peu. De ver que el kinesiólogo lee tan poco. Très peu. Donc, il ne se tient pas à jour. No se tiene al día. Et je trouve que la formation, pour finir, qu'on a eue, y yo creo que la formación que tuvimos, c'était pour finir une bonne formation. Era una buena formación. Parce que pour finir, on a été obligé d'aller chercher les informations. Porque al final estábamos obligados de ir a buscar esas informaciones. Et on était obligé de lire et de consulter des revues, quoi. Estábamos obligados a leer y a consultar la evidencia. Et puis, progressivement, y poco a on apprend aux stagiaires à être très critiques aussi. Aprendimos a hacer, estamos enseñando a los pasantes a ser muy críticos. Moi, comme je dis très souvent aux stagiaires, porque yo siempre les digo, il ne faut pas croire tout ce que les professeurs ont raconté au cours. Hein. No hay que creer todo lo que los profesores cuentan en las clases. Hein, parce que parfois, on dit des choses qui ne sont pas fondées. Quoi. Porque a veces decimos cosas que no tienen fundamentos. Donc voilà un petit peu toute l'évolution. Y un poco esa evolución. Est-ce que j'ai répondu à la question? Muchas gracias, Jan. Respondió la pregunta. Sí, por supuesto. Tenemos otra consulta. Javier Enríquez. Hola, buenos días. Hola. Profesor Jan, muchas gracias por la presentación de su trayectoria en la UCI. Quería consultarle cuáles pudiesen ser las recomendaciones o quizás estrategias que usted ha podido desarrollar en estos 47 años para ganarse, ¿cierto?, el empoderamiento de lo que es el kinesiólogo en el área de los cuidados intensivos, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones podría tener para los estudiantes en términos de empoderarse en la kinesiología y llegar a lo que es ahora, ¿cierto?, el kinesiólogo en la UCI, que se ha ganado un espacio fundamental, ¿cierto? Muchas gracias. La question, c'est ce que tu n'as pas de conseils et de recommandations à donner par rapport au fait que le kinésithérapeute peut
peut se mettre vraiment dans sa place qui mérite en soins intensifs pour ça, aller apprivoiser tout ce qui est son poste, sa place. Ouais. C'est vrai que lorsqu'on travaille en réanimation, Cuando trabajamos en la UCI, c'est vrai que c'est un très gros problème, c'est d'avoir sa place. sí, es verdad que es un gran problema tener su propio lugar. Le service de réanimation, c'est un service où il y a beaucoup de monde. Porque es un servicio donde hay mucha gente. Il y a des infirmières, des médecins, Hay etc. enfermeras, médicos, etc. Dans un espace qui est réduit. En un espacio muy pequeño. Et donc, le kiné doit avoir sa place. Alors, entonces el kiné tiene que tener su espacio. Si je donne mon expérience. Si doy mi experiencia. C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler en réanimation, je ne connaissais rien. Es verdad que cuando yo empecé a trabajar ahí, yo no conocía nada. Je ne savais même pas lire un ECG. No sabía leer ni un ECG. Alors, j'ai appris énormément par moi-même. Entonces tuve que aprender mucho por mi cuenta. D'abord, j'ai appris énormément, j'ai dû apprendre la physiologie. Tuve que aprender la fisiología. Et d'abord la physiologie cardio-respiratoire. Y cardiorrespiratoria primero. Et ça, donc, j'ai acheté des bons livres, entre autres le livre de West. Tuve que comprar buenos libros como West. C'est un excellent physiologiste respiratoire. Qui est un excelente fisiologista respiratorio. Et donc, j'ai lu énormément pour pouvoir, à un moment donné, avoir un dialogue avec aussi bien les médecins que les infirmières. Entonces, leí mucho para tener un diálogo con los médicos y con las enfermeras. Ce que je constate aussi, Lo que yo puedo constatar, quand vous commencez à comprendre certaines choses, quand vous commencez à savoir aussi certaines choses, a entender o a saber ciertas cosas, les médecins vous donnent un peu plus de liberté. Des libertés, au point de vue, par exemple, ventilation, choix des traitements, etc. Los médicos. Ça, c'est... Il faut bien se dire que... Tu m'entends encore, Cheryl? 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 Cheryl, parece que tuvo ahí un poquito de conexión. A ver. Esperemos un ratito. Cheryl? Cheryl, tu m'entends? Ah oui, moi j'entends tout le monde, ah oui. Mais t'as une mauvaise connexion, à toi. Cheryl? Mais, oui, mais maintenant... Ah oui, oui. Essaye un peu de oui, mets-toi tout près. Hein. Voilà. Oui. Ouais, je pense que je vais aller me mettre tout près. Attends, tú di. Voilà. Tú di en español que ça. Voilà, ¿Ah? ok. ¿La? ¿Ah? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí de nuevo. Ya, ya. No hacen nada sin mí, no hacen nada sin mí. Ya. Entonces, donc, la question était, entre autres, comment avoir sa place, si vous voulez, en réanimation. Sí, cómo tener su espacio. Cómo se faire sa place, qu'il soit respecté. Oui, alors, comme je dis, la première chose, c'est qu'il faut essayer d'étudier pas mal par soi-même. Claro. Lo primero que dije fue que había que intentar estudiar mucho por su cuenta. Entre autres, toute la physiologie cardio-respiratoire. La fisiología cardiorrespiratoria. Ça, c'est la première chose. Et moi, j'ai étudié beaucoup dans le livre de West, G.B. West. Oui, ça, je pense que l'a entendu déjà. Oui, oui donc qui est un physiologiste respiratoire. Moi, je pense qu'il faut pouvoir montrer aussi bien aux médecins que aux infirmières tanto a los médicos como a las enfermeras que tu connais certaines choses. Que conocen las cosas. Que tu connais certaines choses, par exemple, en ventilation mécanique, par exemple. Tanto en ventilación mecánica, por ejemplo. Et puis par après, dans d'autres domaines. Y luego en otros áreas. Et à ce moment-là, on se fait respecter. Y así nos hacemos respetar. Et à ce moment-là, on commence à avoir sa place, quoi. Empezamos a hacer nuestro espacio.
Personnellement, je me suis fort intéressé dans tout ce qui Yo est ventilation. personalmente me interesé mucho en la ventilación, La ventilation avec l'hélium, con el helio, avec l'oxyde nitrique. con el óxido nítrico. Et donc, on commençait progressivement, on devenait le référent dans ce domaine-là. Y así lográbamos ser como un poco el referente en esa área. Mais c'est beaucoup de travail au départ. Pero al principio es mucho trabajo. Il faut montrer comme quoi on connaît. Hay que mostrar que conocemos. Ça, c'est capital. Eso es lo más Et, principal. oui, et alors, de temps en temps, pouvoir faire des synthèses Y d'articles, de hacer revues, síntesis etc. de leer artículos y Ouais. revisiones, etc. OK? Perfecto, muchas gracias. Et puis, je pense qu'il est important, c'est la présence. Hein? Être También présent estar presente. dans l'unité tout le temps. Siempre estar presente en la unidad, siempre presente. Ouais. Ça vous donne du crédit, comme on dit. Eso le da crédito. Perfecto, Manuel. gracias. Gracias. Gracias, Javier. Una de las últimas preguntas, Jan, ¿cómo compatibilizaste la investigación y la clínica? En general, en nuestro país, los kinesiólogos se dedican más a un rol que al otro. Es difícil, no por eso no se puede hacer, pero es bastante complejo en nuestro país. ¿Y qué recomendación le darías entonces a los estudiantes que están a punto de egresar o a los jóvenes recién egresados que están iniciando en esta carrera profesional? Algo ya mencionaste, pero como para dejarnos un mensaje para el final ya de esta jornada. En fait, la question de Manuel, Jean, c'est comment tu as fait pour combiner la recherche avec la clinique, parce que souvent, les kinés, c'est d'un côté ou de l'autre. Et bien, quel autre conseil final tu peux donner aux étudiants qui vont égresser, sortir des études? C'est vrai que je suis toujours parvenu à combiner les deux, quoi. Es verdad que siempre he logrado combinar ambas. J'avais des journées aussi extrêmement longues. Hein. Tenía jornadas realmente muy largas. Et je passais mes journées entières en réanimation. Pasaba mis días enteros en la UCI. Et le week-end aussi. Hein. Y el fin de semana también. Alors, moi, vers la fin... Hacia el final. Ça dit? C'est pas le meilleur conseil, no el mejor consejo. Le digo. Ah oui, mais ça, il faut vraiment consacrer énormément de temps. No, pero hay que realmente consagrar mucho tiempo. Je dis, c'est mon seul hobby, c'était la réanimation. Quoi, hein. Mi único hobby era la UCI. Alors, moi, à la fin, on travaillait beaucoup par réseau. Hein. Y luego al final trabajamos mucho por redes. À l'heure actuelle, il est très, très difficile es muy difícil de mener une étude tout seul. De llevar un estudio solo. Parce qu'il y a tellement d'exigences à l'heure actuelle. Hay tantas exigencias. Sur la méthode de travail. Sobre el método de trabajo. Hein, sur le matériel utilisé, etc. El material que se ocupa. Et dernièrement, on partait toujours vers des études randomisées multicentriques. Y siempre vamos por estudios randomizados controlados, multicéntricos. Et ça, bon, ça c'est grâce au réseau. Moi, je y travaille beaucoup. A estas redes. Moi, je travaille beaucoup avec le réseau européen de ventilation. Trabajo mucho con esa red. Et c'est par eux qu'on parvient à avoir des subsides. Y por ellos podemos tener subsidios. Et le gros avantage quand on travaille en réseau, y cuando trabajamos con estas redes, on a rapidement une centaine de patients. Quoi. Rápidamente logramos tener cientos de pacientes. Naturellement, la mise en route du protocole. Claro que poner en marcha el protocolo. Elle peut parfois durer 1 an. Hein. Puede durar 1 año fácilmente. Parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Et puis par après, c'est vraiment avoir le comité d'éthique, quoi, avec son. Y después el comité de ética. Et ça, c'est aussi un problème, parce qu'en fonction des pays, y eso en función de los países, le comité d'éthique change. Hein. El comité de ética va cambiando. Et donc, c'est pour ça que ça dure 1 an, que pour mettre en route le protocole. Dura tanto de poner hasta 1 año en poner un protocolo en marcha. Et quand on commence le protocole d'étude, à ce moment-là, on a des réunions régulières. Y después hay reuniones regulares que hay que seguir. Et donc, je suis toujours parvenu à combiner les deux, la clinique.
Siempre logré combinar los dos et les protocoles. y los protocolos. Parce qu'il y a des protocoles, vous n'en faites pas tous les jours. Porque hay protocolos que no se hacen todos los días. Il faut attendre qu'il y ait un patient qui rentre dans l'étude. Hay que esperar que haya un paciente que entre en el estudio. Donc voilà comment j'ai pu faire. Il y a un conseil pour les étudiants qui sortent, justement. Mais je pense que les étudiants, pour les étudiants, je pense que d'abord, c'est essayer d'avoir un esprit critique. Tienen que tener un espíritu crítico de partida, como consejos para los estudiantes. Ça, c'est capital. Il faut leur apprendre cela. Hay que enseñarles eso. Je pense que ce qui est capital pour un étudiant, c'est avoir un esprit critique. Ça, c'est une chose. Espíritu crítico es una cosa. Et moi, je dis toujours aux étudiants, il ne faut pas tout croire, quoi. No hay que creer todo. Et il faut pousser les étudiants, en tous les cas, à lire énormément. Hein. Y hay que empujarlos a des leer articles mucho, a leer artículos et à critiquer un article y a criticar los artículos de façon positive et négative. Hein. de forma positiva o negativa. Et je pense que ça, ils doivent avoir cet esprit-là. Y tienen que tener ese espíritu. Quand je vois encore à l'heure actuelle Cuando veo aún actualmente ce que certains kinés font, lo que algunos kines hacen, c'est catastrophique. Hein. es catastrófico. C'est en Belgique. Hein. En Bélgica, Moi, quand je vois ce qu'ils font, c'est a veces triste. cuando Hein. veo lo que hace es triste. Pour vous donner un exemple, Solo para darles un ejemplo, il y a plus ou moins 1 an, hace más o menos un año, j'ai dû faire une audite dans les hôpitaux à Liège, à 100 km de Bruxelles. tuve que ir a Lieja, a 100 kilómetros de Bruselas, a hacer una auditoría Des kinés. de kines. Quand je voyais que des kinés qui avaient plus ou moins 50 ans Cuando veíamos los kinesiólogos que tenían más o menos 50 años, pratiquaient toujours ce qu'on leur avait enseigné, hacer eso que se les había enseñado, ce qu'on ne fait plus depuis des années. Hein. que ya no se hace desde hace muchos años, Et simplement parce que ça ne revient pas à l'idée, à un moment donné, de se poser des questions. Quoi. porque simplemente no se le ocurrió hacerse preguntas sobre lo que hacía. Il faut tout le temps se remettre en question, tout le temps, tout le temps. Siempre Tout le hay temps. que hacerse preguntas. Siempre, Moi, siempre, siempre. quand je vois pour mes cours, Cuando lo veo en mis clases, ce que je donnais il y a 10 ans lo que yo escribí, lo que yo hacía hace 10 años et ce que je donne maintenant, y lo que yo les explico hoy c'est différent. es diferente. Parce qu'il y a des études qui ont montré l'inverse de ce qu'on croyait. Porque hay estudios que mostraron lo contrario de lo que creíamos. Et donc, je pense que c'est par cela qu'on parvient à bien enseigner, à bien former les gens. Y es así como logramos bien formar y bien enseñar a la gente. Muchas gracias, un abrazo fraterno, Yanni, Cherril. Merci Les beaucoup, debemos Jean. la visita en Valdivia, ojalá en un futuro no muy lejano. Il nous doit la visite à Valdivia dans un futur pas longtemps. Tu le notes, hein, Jean? Tu le notes. Ouais, je viens avec toi alors. Hein. Ouais. Bah oui, mais c'est à toi aussi, hein, ça. D'accord, ok. Dice que sí, que venimos juntos. Muchas gracias, Manuel. Cyril, et un petit pisco. Hein. Un petit pisco. Ciao. Un pequeño pisco. Ciao, Ciao. gracias. Ciao.